les organisateurs de nous avoir invités à animer cet atelier, moi et Madame Benamar. Donc, on va parler du rôle du laboratoire dans la prise en charge du couple infertile. Donc, notre présentation va suivre le plan suivant. Donc, on va faire une introduction qui sera faite par Dr Benamar pour donner des statistiques sur la PMA, sur les couples infertiles. C'est des statistiques nationaux. On va voir un aperçu rapide sur l'axe hypophyso-gonadique. Donc cet aperçu va nous permettre de suivre l'exploration ou bien les marqueurs de fertilité et infertilité chez la femme, également les marqueurs de fertilité et d'infertilité chez l'homme. Et vers la fin, Dr Benamar va nous faire une présentation des techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc, je cède la parole à Madame Benamar pour l'introduction. Une tranche d'âge et ça nous permet aussi de surveiller les indices de natalité avec quelques alarmes pour certains pays où cet indice tend à baisser. La fertilité du couple va être la somme de la fertilité et de la femme et de l'homme et on peut l'explorer indirectement par le délai nécessaire à concevoir. Et effectivement, donc l'OMS va définir l'infertilité chez un couple après 12 mois de rapport sexuel régulier si on n'a pas eu d'enfant. Bien sûr, pour les femmes qui ont moins de 35 ans, ou si on a un facteur évident d'infertilité, les consensus, c'est de consulter dès l'âge de 6 mois pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est un véritable problème de santé publique puisque dans le monde, on a 12 à 15%, sinon plus, de couples qui souffrent d'infécondité. Et au Maroc, une enquête réalisée par la Société marocaine de médecine de la reproduction en 2015 avait retrouvé des résultats équivalents. Alors, concernant les étiologies des infertilités, classiquement, donc les données de la littérature, c'était un tiers féminine, un tiers masculine, un tiers mixte et 10% toujours idiopathiques ou inexpliqués. Quelquefois, après la FIV, ne sont plus des inexpliqués quand on a des échecs de fécondation. Là, c'est des statistiques au centre. Ici, donc j'avais fait quelques statistiques sur 1900 à peu près ponctions entre 2010 et 2013. Et là, on voit vraiment la part des indications masculines qui sont très importantes, donc beaucoup plus que ce qui est dans la littérature. Et la part des stérilités féminines ici. Et là, j'ai repris récemment les derniers 1000 cas de FIV. Et là, on voit encore que les indications masculines prennent de plus en plus d'importance. Bon, peut-être c'est dû au centre, mais j'ai partagé avec les collègues, c'est la même constatation. Et les stérilités masculines, donc, sont vraiment de plus en plus fréquentes. Alors, bien sûr, donc, les causes sont énormes. Comme va vous l'expliquer professeur Benchkroun, donc la spermatogénèse ou le cycle ovulatoire sont sous la dépendance d'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, tout ce qui est cause hormonale, les désordres hormonaux vont entraîner des troubles, mais bien sûr, les causes infectieuses, génétiques, etc. Alors, donc, on a partagé un petit peu le topo comme ça. Donc, docteur Benchkroun va vous parler de l'exploration chez la femme. Donc, principalement, c'est les dosages hormonaux. Et moi, je vais parler un petit peu, je vais survoler les examens chez l'homme et surtout en vous parlant un petit peu du déroulement pratique d'une assistance médicale à procréation dans un laboratoire. Voilà, je passe la parole au docteur Benchkroun. انتي تكوني لا 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 تكتبي لي انا tu rentres direct dans le dossier jeudi 27 jeudi فين انتي jeudi 27 atelier SMCC genre les présentations colo et bien surtout les présentations compte du laboratoire c'est quoi ça tiens pour
Donc, après cette introduction, nous allons attaquer brièvement l'axe hypothalamo-hypophysogonadique. Il faut savoir que la fonction de reproduction, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, elle est régie par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus, sous l'action de facteurs externes, il va stimuler la gonadotrophine releasing hormone, ou bien la GnRH, qui va agir directement sur l'hypophyse. L'hypophyse, il va sécréter les gonadotrophines qui sont à la fois la FSH pour follicule stimulating hormone et la LH. Ces gonadotrophines, ils vont agir sur les gonades, que ce soit le testicule chez l'homme ou bien l'utérus chez la femme, ou bien les ovaires, pour à la fois leur fonction exocrine, ça veut dire synthèse ou fabrication des cellules sexuelles ou bien des gamètes, et leur fonction endocrine, qui concernera la synthèse des hormones. Donc en fait, l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc toujours la GnRH qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, il va agir sur l'utérus pour synthétiser les différentes hormones, à savoir la progestérone, l'œstrogène, mais aussi les peptides ovariens qui sont les inhibines. Donc, que ce soit la progestérone ou bien les oestrogènes, ils vont faire ou bien exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse lorsque la concentration sanguine elle est satisfaisante. Aussi, dans la période pré-ovulatoire, les oestrogènes ils vont exercer un rétrocontrôle positif et non plus négatif. Ce rétrocontrôle positif qui va se manifester par un pic de LH qui va induire l'ovulation. Donc cette diapositive, c'est surtout pour vous montrer les différentes phases du cycle chez la femme. Donc la phase folliculaire, l'hormone prépondérante, ce sont les oestrogènes. Bien sûr, comme on a dit, les oestrogènes synthétisés sous l'action des hormones hypophysaires, eux aussi sous l'action de l'hormone hypothalamique qui est la GnRH. Donc l'œstrogène, il va exercer un rétrocontrôle négatif, mais en période pré-ovulatoire, il va stimuler l'hypophyse pour synthétiser la LH, ce pic de la LH qui va induire donc l'ovulation. Dans la phase lutéale, généralement c'est de J14 à J28, donc l'hormone prépondérante synthétisée par les ovaires, c'est la progestérone, elle aussi qui a un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Chez l'homme, c'est pareil. Donc l'hypothalamus qui sécrète la GnRH, c'est GnRH qui va stimuler l'antéhypophyse, qui va sécréter la FSH et la LH, qui vont agir cette fois-ci au niveau du testicule. Donc le testicule, c'est les cellules de Leydig qui vont synthétiser la testostérone. Les cellules de Sertoli, ils vont assurer la spermatogénèse. Et la testostérone, il a à la fois un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, les marqueurs de fertilité-infertilité chez l'homme. Donc, l'exploration, elle est à la fois, chez la femme. Donc, on est là chez la femme. L'exploration, elle est à la fois biologique, mais associée à l'examen gynécologique, à l'imagerie. Donc, l'exploration de l'infertilité chez la femme, elle englobe les trois volets. L'examen gynécologique, l'imagerie et l'exploration biologique qui est surtout hormonale. L'exploration biologique ou bien les dosages hormonaux, ils ont un triple intérêt. Tout d'abord, un intérêt diagnostique, il permet de déterminer l'origine de l'infertilité, un intérêt prédictif de l'assistance médicale à la procréation, est-ce que la femme sera une bonne ou bien une mauvaise répondeuse, et aussi le troisième intérêt, c'est le suivi, ils vont nous permettre le suivi des femmes qui sont sous stimulation ovarienne. Le bilan de base qui est prescrit en première intention, il explore l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bien sûr gonadique aussi. Donc on prescrit en première intention la FSH, la LH, les œstrogènes, à côté la prolactine. Donc les dosages hormonaux, ils sont faits entre J3
action hormonale et à leur stabilité dans le plasma. La dissociation entre la chaîne alpha et la chaîne bêta, elle engendre une perte d'activité biologique. Le site d'action, bien sûr, il diffère que ce soit chez l'homme que chez la femme. Donc pour la FSH chez la femme, elle agit au niveau des cellules de la granulosa. Chez l'homme, elle agit au niveau des cellules de Sertoli. Par contre, la LH, elle agit sur les cellules técales de l'ovaire chez la femme et chez l'homme sur les cellules interstitielles du testicule. Et leur action, ils passent à travers des récepteurs de la famille RCPG. L'action de ces deux hormones, donc chez l'homme, la FSH, elle participe avec la testostérone à l'initiation et au maintien qualitatif et quantitatif de la spermatogénèse, donc avoir une spermatogénèse en qualité et en quantité. Chez la femme, il participe à la sélection, au développement et à la maturation des follicules et également il a un rôle prépondérant sur la production de l'ostradiol par les cellules de la granulosa. Par contre, la LH, chez l'homme, elle active la synthèse des androgènes, chez la femme, elle active la synthèse des oestrogènes. Le pic dont on a parlé dans le cycle chez la femme, le pic de la LH qui est en période préovulatoire, c'est un pic qui déclenche l'ovulation. Et aussi, il permet de maintenir le corps jeune en cours du cycle menstruel. Donc, passons maintenant au volet dosage. Donc, nous commençons toujours par la phase préanalytique. Donc, toute demande d'un dosage hormonal, que ce soit la FSH, LH, ou bien les oestrogènes, ou bien la prolactine, déjà la demande, il doit être conforme aux recommandations du GBEA. Donc, il doit porter le nom et le prénom de la patiente, la date de naissance, la date et l'heure du prélèvement, l'identité du préleveur, le cachet et la signature du médecin prescripteur. Pour les femmes en activité génitale, donc, il faut porter la date des dernières règles. Ça permet l'interprétation des résultats, parce que les valeurs, elles varient en fonction de la phase du cycle. La durée et la régularité des règles. En même temps, mentionner est-ce que la femme elle est sous stimulation ou bien sous induction ou pas, parce que les valeurs, elles varient. Aussi, dans le cadre du bilan d'infertilité et du monitorage de l'induction, il faut sensibiliser les patientes, aussi bien que le médecin prescripteur, à faire le dosage dans le même laboratoire, parce qu'il y a variabilité des résultats entre les laboratoires. Donc, si une patiente elle entre dans le cadre d'une PMA ou bien d'un cycle de stimulation, il faut lui sensibiliser de faire tous les dosages dans le même laboratoire pour éviter, dans l'interprétation, la variabilité des résultats qui est interlaboratoire. Dans notre pratique quotidienne, nous, au laboratoire central de biochimie de l'hôpital Ibn Sina du centre hospitalier universitaire de Rabat Saleh, on collabore avec l'unité de la médecine de reproduction de l'hôpital des Orangers. Donc, c'est une unité qui est récemment créée. Donc, pour éviter tous les problèmes de non-conformité, vu que les prélèvements, c'est des prélèvements qui sont précieux, ils sont faits à des jours bien précis. Donc, il ne faut pas rejeter les prélèvements à cause d'une non-conformité. Donc, on a élaboré une fiche de prescription des bilans hormonaux chez les femmes, soit en stimulation, ou bien les femmes qui consultent pour des problèmes d'infertilité. Donc, sur cette fiche, on a porté tout le volet administratif, la date de naissance, la date des dernières règles, les renseignements cliniques, la stérilité, ou bien l'infertilité, est-ce que c'est une infertilité primaire, secondaire ou inexpliquée, la cause de cette infertilité, l'examen ou bien le protocole de PMA qui pourrait être suivi par le médecin. Et aussi, on a mis les différents dosages hormonaux. Il suffit de cocher, c'est pour qu'il n'y ait pas un oubli de la part du prescripteur. Et bien sûr, une case qui est réservée au cachet et à la signature du médecin. Pour le prélèvement, toujours il faut suivre les recommandations du fournisseur. Généralement, c'est une ponction veineuse franche au pli du coude, sur tube sec. Le gel séparateur, il est déconseillé par certains fournisseurs, donc il faut voir les recommandations du fournisseur avec lequel vous collaborez. Donc, toujours dans le cadre du bilan d'infertilité, le prélèvement il est fait entre J3 à J5 du cycle, ou bien en période préovulatoire dans le cadre de la PMA. La centrifugation après 30 minutes jusqu'à rétraction totale du caillot, c'est pour éviter l'interférence de la fibrine. Pour la phase analytique, les hormones FSH, LH, le dosage est un dosage immunologique tube sandwich. Actuellement, la quasi-totalité des automates, ils fournissent des trousses de qualité acceptables qui donnent des résultats rapides.
Mais juste, il faut savoir qu'il y a plus d'isoformes, de 20 isoformes de FSH et plus de 41 isoformes de la LH qui sont dus à la partie glyquée de l'hormone. Ces isoformes, il y a une variabilité de reconnaissance, donc il y a un écart entre les trousses qui est estimé à 20%. C'est pour cela qu'on exige et qu'on demande à ce que le suivi des patientes soit fait dans le même laboratoire. Donc pour les valeurs normales, que ce soit de la FSH ou bien de la LH, ils varient en fonction de l'âge, du sexe et chez la femme en fonction de la période du cycle. Donc par exemple, la FSH en prépuberté, c'est 2,5 unités internationales par litre. Dans la phase folliculaire, 3,3 à 21,6. Dans la phase ovulatoire, de 5 à 21. Dans la phase lutéale, on note une baisse de la FSH. Donc pour la LH, donc on note bien le pic de la LH dans la phase préovulatoire qui peut aller jusqu'à 74 unités par litre. La LH, donc, elle a une sécrétion qui est pulsatile. Donc il faut avoir en tête lors de la validation des résultats cette notion de pulsatilité de la sécrétion de la LH. Pardon. Donc l'amplitude des pulses et l'intervalle entre les pulses et le nombre de pulses en 24 heures, il varie en fonction du cycle menstruel. C'est pour cela qu'il faut avoir la date des dernières règles. Merci. La date des dernières règles sur le banc de demande pour l'interprétation correcte des résultats. Donc la deuxième hormone qui est prescrite ou bien demandée en première intention dans le cadre du bilan de fertilité-infertilité chez la femme, c'est l'œstradiol ou bien la 17-bêta-œstradiol. C'est une hormone stéroïde de la famille des œstrogènes. Donc chez la femme, elle est produite à partir de l'aromatisation des androgènes précurseurs de la testostérone et de l'androstendione, et aussi par conversion avec les œstrons sous l'effet de la 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase au niveau des cellules de la granulosa. Par contre, chez l'homme, il provient de l'aromatisation périphérique des androgènes surrénaliens. Il y a aussi une production testiculaire qui assure la spermatogénèse. Les actions des œstrogènes, ils ont un effet prolifératif sur les tissus cibles qui expriment les récepteurs nucléaires. Ils ont une activité trophique sur tous les éléments du tract génital et stimulent la croissance, la minéralisation osseuse, la maturation squelettique et d'autres effets. Chez la femme, l'œstradiol plasmatique, c'est un marqueur de maturation folliculaire. Sa concentration augmente au cours de la phase folliculaire, qui témoigne d'une bonne croissance du follicule dominant. L'intérêt du dosage, il permet d'une part l'évaluation de la réserve ovarienne. Dans ce cas, il faut que le dosage soit fait entre J2 et J4 du cycle. Et aussi, il permet de suivre le traitement de l'induction et la stimulation de l'ovulation. Donc, c'est un marqueur de suivi des femmes sous induction et stimulation ovulatoire. Toujours, dans la partie dosage, se conformer aux recommandations du GBEA. Pour les femmes en activité génitale, donc la date des dernières règles, elle est impérative parce qu'il permet l'interprétation des résultats. Aussi la durée et la régularité des règles. Est-ce que la femme elle est sous traitement inductif ou pas? Ça va permettre l'interprétation des taux élevés s'ils sont trouvés. La même chose que pour la FSH et la LH. Chez les femmes, que ce soit dans le bilan d'infertilité ou bien du monitorage de l'induction, ils font sensibiliser à la fois la patiente et son médecin prescripteur à ce qu'ils font les dosages dans le même laboratoire parce qu'il y a une variabilité intertechnique. Donc pour le prélèvement également, il faut se conforter aux recommandations du fournisseur. Généralement, c'est une ponction veineuse franche au pli du coude. Les tubes sur tube sec, le gel séparateur, il est déconseillé par certains fournisseurs. Si le bilan s'inscrit dans le cadre d'exploration de la fonction de reproduction de la femme, ou bien le suivi du protocole d'induction et de stimulation, donc le prélèvement il fait entre J3 et J5. Le prélèvement peut être fait en période préovulatoire dans le cadre de monitoring de l'ovulation spontanée ou induite. Et bien sûr, les tubes doivent être centrifugés 30 minutes après 30 minutes jusqu'à la rétraction totale du caillou. Donc le dosage, c'est un dosage immunométrique par méthode directe.
Actuellement, il existe des trousses de qualité acceptables qui permettent un rendu de résultats rapide. Il faut juste avoir une tête ou bien faire attention à la sensibilité du dosage. Donc, si le dosage il est prescrit dans le cadre d'une exploration fonctionnelle ou bien exploration de la réserve ovarienne toujours chez la femme, il faut faire attention aux limites de détection fonctionnelle qui doivent être inférieures à 10 picogrammes par millilitre. Donc, le biologiste il doit être sensibilisé à cette fourchette. Donc, si le bilan il est fait dans le cadre d'une exploration fonctionnelle ou bien une exploration de réserve ovarienne, il doit être capable de détecter les valeurs qui sont très faibles. Par contre, si le dosage il est suivi dans le cadre, il est prescrit dans le cadre du suivi du PMA, donc cette limite de détection elle est plus élevée. Aussi, les valeurs normales ils varient en fonction du sexe, en fonction de l'âge du sexe et de la période du cycle chez la femme et chez la femme. Donc, en avant-puberté, ils sont inférieurs à 30 picogrammes par millilitre. Dans la phase folliculaire, de 21 à 251 picogrammes par millilitre. Dans la phase ovulatoire, jusqu'à 649 picogrammes par millilitre. Dans la phase lutéale, de 21 à 312 picogrammes par millilitre. Chez l'homme, le taux des oestrogènes, il est de 11 à 44 picogrammes par millilitre. Donc, on a dit que le dosage des oestrogènes, il permet de suivre le monitorage des stimulations ovariennes. Donc, si on a, dans le cas de dossier de patiente qui fait le suivi chez nous au laboratoire, des valeurs croissantes, cela nous renseigne sur l'efficacité de la stimulation. Ils permettent aussi de déterminer les valeurs seuil individuelles pour lesquelles un déclenchement de l'ovulation va être fait. Mais aussi, ils permettent d'anticiper une éventuelle hyperstimulation ovarienne. Donc, si les valeurs ils sont vraiment très élevées, ça peut nous renseigner vers une hyperstimulation ovarienne. Donc, la troisième hormone qui est prescrite, ou bien c'est la quatrième à côté de la FSH-LH, en première intention, c'est la progestérone. C'est aussi une hormone stéroïde, synthétisée principalement par le corps jeune, puis par le placenta après fécondation, synthétisée par les ovaires, les testicules, la cortico-surrénale et le cerveau. Son action, il passe via des récepteurs à la progestérone qui sont des deux types, soit des récepteurs A ou bien des récepteurs B. Il a beaucoup d'actions ou bien d'effets. Il permet tout d'abord de préparer la muqueuse utérine à l'annulation. Il entraîne la fermeture du col utérin. Il provoque un épaississement de la glaire cervicale et il est responsable de l'augmentation de la température après l'ovulation. Donc, toujours dans la phase préanalytique, la conformité au GBA s'exige. Les prescriptions chez les femmes en activité génitale, donc il faut préciser la date des dernières règles parce que, comme je l'ai dit auparavant, le taux est fonction de la phase du cycle. Pour évaluer la prescription, elle peut être faite dans le cadre de l'évaluation de la qualité de la phase lutéale. Dans ce cas, le prélèvement il doit être fait entre le 18e et le 22e jour du cycle. La progestérone peut être aussi prescrite dans le cadre de stimulation ovarienne et de la PMA. Donc, dans le monitorage des ovulations stimulées en associant avec la LH, le stradiol et toujours l'échographie endovaginale. Aussi, elle est prescrite après remplacement embryonnaire. Il permet de suivre la qualité de remplacement. Si les taux croissants de la progestérone, ils sont croissants, cela nous renseigne sur une implantation qui est positive. Mais par contre, il faut informer les patientes à ne pas prendre la dose du trogestan le matin du prélèvement parce qu'il va fausser les résultats. Donc, dans le cadre du suivi de la PMA ou bien pour estimer la qualité du remplacement embryonnaire, le dosage, si les taux ils sont croissants, ça va nous renseigner sur une bonne implantation, mais à condition que la femme n'a pas pris sa prise du trogestan le matin du prélèvement. Donc, pour les prélèvements, se conforter aux recommandations du fournisseur, c'est également sur tube sec, par ponction veineuse au pli du coude, centrifugé 30 minutes, c'est la même chose. La technique de dosage, c'est une méthode immunométrique directe. Les trousses actuellement sur le marché, ils fournissent des résultats de qualité et ils assurent un rendu de résultat qui est rapide. Et également, il faut sensibiliser les patientes et les médecins prescripteurs à faire le suivi dans le même laboratoire. Les valeurs
normal, il varie en fonction du sexe et la phase du cycle chez la femme. Donc, en phase folliculaire, le taux de la progestérone, il peut varier de 0,1 à 0,3 nanogrammes par millilitre, parce que c'est une hormone de la phase lutéale. Par contre, de la phase lutéale, elle est de 1,2 à 16 nanogrammes par millilitre. Chez la femme, chez l'homme, les taux ils sont très faibles, inférieurs à 0,2 nanogrammes par millilitre. Donc, en cas de grossesse, les concentrations sériques de la progestérone augmentent de manière régulière jusqu'à l'accouchement. Et aussi, dans l'interprétation des résultats, chez les femmes en monitorage de la stimulation ou bien sous PMA, donc il faut leur demander est-ce qu'ils ont pris leur comprimé d'utrogestan avant de faire le prélèvement ou bien pas, c'est pour éviter les valeurs surestimées. Donc, toujours dans l'exploration de l'axe hypothalamo-hypophysaire, maintenant nous allons voir les peptides ovariens qui sont en nombre de 2. Et il y a l'AMH, l'hormone anti-mullériine, et il y a les inhibines BI. Donc, l'hormone anti-mullériine ou bien l'AMH, c'est une glucoprotéine homodimérique de 140 kDa. Elle appartient à la superfamille des TGF-bêta. Elle est produite chez l'homme par les cellules de Sertoli au niveau des testicules. Chez les femmes, elle est produite par les cellules de la granulosa des follicules préentraux et entraux. Elle a une action sur la follicogenèse en diminuant la sensibilité des follicules au FSH, ce qui permet l'inhibition de l'action de la FSH sur les follicules en croissance. Donc, l'indication du dosage de l'AMH, elle est tout d'abord indiquée en pré-inclusion à la procréation médicalement assistée, parce qu'il renseigne sur la réserve ovarienne. L'intérêt de l'AMH, c'est que son taux est relativement stable tout au long du cycle menstruel, donc il permet d'affranchir l'obstacle de J3. Donc on peut faire le dosage à n'importe quel jour du cycle. Donc l'indication de dosage plasmatique chez la femme, elle apporte une valeur prédictive à la réponse à la stimulation. Donc, si les valeurs ils sont basses, donc déjà la femme il serait une mauvaise répondeuse. Si les valeurs ils sont élevées, la femme serait une bonne répondeuse. Aussi, il a une valeur prédictive du risque d'hyperstimulation. Donc, le taux sérique d'AMH est multiplié par 6 en cas d'hyperstimulation par rapport à une hormorépondeuse. Le dosage se fait par méthode immunométrique. Actuellement, existence de méthodes automatisées. Les valeurs normales chez la femme en J3 ils sont de 2 à 6,8 nanogrammes par millilitre, tout en rappelant que la variation elle est très faible au cours du cycle. Et voilà justement les faibles variations au cours du cycle. Les inhibines B, ils ne sont pas prescrits, ou bien ils sont très peu prescrits actuellement. C'est l'AMH qui est la plus prescrite, mais juste il faut les citer pour les avoir en tête. C'est aussi des glycoprotéines hétérodimériques de la famille des TGF-bêta. Ils sont constitués par 2 chaînes, alpha et bêta, qui sont liées par un pont des sulfures. Donc, chez la femme, l'inhibine B, elle a une production par l'ovaire dans les cellules de la TEC et de la granulosa, mais également par le corps jaune. La concentration sérique, elle est maximale au milieu de la phase folliculaire. Elle diminue progressivement pour réaugmenter avec le pic de la LH, c'est-à-dire en période préovulatoire. Également, c'est un marqueur de réserve ovarienne. Le dosage elle est fait à J3. Donc, la concentration elle permet d'avoir une idée, ou bien elle est équivalente en nombre de follicules en trop. Donc, si la femme elle a un taux d'inhibine B inférieur à 45 picogrammes par millilitre, donc il serait une mauvaise répondance à la stimulation, et donc il y a une diminution de risque de grossesse. Si la femme elle a un taux d'inhibine B supérieur à 45 picogrammes par millilitre, elle serait une bonne répondeuse et il pourrait y avoir de fortes chances de grossesse. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était des marqueurs de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Ça veut dire la FSH, la LH, les oestrogènes, la progestérone et les peptides ovariens, l'AMH et les inhibines B. Donc, à côté de ces marqueurs, il y a d'autres marqueurs qui ne font pas partie de l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais qui sont prescrits en première intention dans le cadre de fertilité chez la femme. Donc, il s'agit de la prolactine et de la TSH. Aussi, il y a une prescription qui est faite devant l'existence de signes d'appel clinique, à savoir devant un hirsutisme, une obésité androïde ou bien un hypogonadisme,
Dans ce cas, on va explorer les androgènes. Donc, pour la prolactine, c'est une hormone protéique monocaténaire. Il est sécrété principalement par les cellules lactophores de l'antéhypophyse sous contrôle neuroendocrine inhibiteur de l'hypothalamus et de la dopamine. Il a une action qui passe via des récepteurs membranaires de la superfamille des cytokines. Ces récepteurs se trouvent au niveau des organes cibles, à savoir les glandes mammaires, l'hypothalamus, le foie, les ovaires, les testicules et la prostate. Il a plusieurs actions, ces actions sont complexes. Il permet le déclenchement de la lactation et son maintien au cours de l'allaitement. Elle a un effet sur le système nerveux central. Elle a une action sur la libido. Elle bloque la sécrétion de gonadotrophine. La sécrétion se fait selon un cycle circadien avec un minimum à 12 heures et un maximum à 2 heures du matin. Dans le sang, il y a différentes formes de prolactine circulant. Il y a la prolactine monocaténaire, c'est la forme principale, mais à côté, il y a ce qu'on appelle la big prolactine et la big prolactine. Donc la big prolactine, c'est un dimère et un trimère de prolactine. La big prolactine, ou bien la macroprolactine, c'est une prolactine qui est associée à des auto-IgG. Donc ces deux formes moléculaires, que ce soit la big prolactine et la big prolactine, c'est des formes moléculaires à poids moléculaire élevé. Le problème qui se pose, c'est que la big prolactine et la big prolactine, ils sont reconnus par les différentes trousses de dosage, ce qui peut induire vers un diagnostic erroné d'hyperprolactinémie. Donc dans ce cas, et dans l'interprétation des résultats, si on a une hyperprolactinémie en absence de signes cliniques, dans ce cas, il faut chercher les formes moléculaires, ça veut dire la big prolactine et la big prolactine. Donc dans la phase préanalytique, toujours se conforter aux recommandations du GBEA. La prescription, elle est faite chez les femmes en activité génitale, donc il faut préciser la date des dernières règles. Si c'est dans le cadre d'un contrôle, il faut avoir sous la main le résultat précédent. Elle est indiquée dans le cadre du bilan de base de fertilité pour explorer les troubles du cycle et l'exploration de galactorée. Le prélèvement, il est fait selon les recommandations du fournisseur. Le matin à jeun après une pause du cathéter, après un repos de 20 minutes, parce que l'hormone elle est induite par le stress. Les valeurs normales, ils sont systématiquement contrôlées. Les valeurs anormales, pardon. Donc même certaines équipes, elles recommandent de faire 3 prélèvements successifs à 20 minutes d'intervalle. Le prélèvement, il est fait sur tube sec. Donc la technique de dosage, c'est une technique immunométrique avec 2 anticorps monoclonaux. Et les différentes trousses reconnaissent différemment les différentes formes de prolactine. C'est pour cela qu'il y a un écart de résultats et on recommande toujours à la patiente de faire les dosages dans le même laboratoire. Donc les valeurs de la prolactine, ils sont différents en fonction du sexe. Ils sont de 5,18 à 26,5 chez la femme, de 3,46 à 19,4 nanogrammes par millilitre chez l'homme. Donc si on note une hyperprolactinémie avec des signes cliniques, ça veut dire aménorrhée et galactorée, cela peut induire une hypofertilité chez la femme. S'il y a une hyperprolactinémie plus gynécomastie et galactorée chez l'homme, cela s'accompagne d'une baisse de la libido et d'une impuissance. Si on note une hyperprolactinémie plus absence de signes cliniques, on peut suspecter les formes moléculaires, à savoir la big prolactine et la big prolactine. Donc l'hormone qui explore la fonction thyroïdienne, c'est la TSH, c'est l'hormone qui est indiquée ou bien qui est dosée en première intention pour explorer la fonction thyroïdienne. Juste pour rappel, c'est une hormone antéhypophysaire constituée de 2 chaînes polypeptidiques alpha et bêta, contrôle la synthèse des hormones thyroïdiennes et la synthèse elle est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc le taux de la TSH il est très corrélé au taux de la T4 libre thyroïdienne. Une réduction de moitié de la T4 libre multiplie par 100 la concentration de TSH. C'est pour cela qu'en première intention, il faut prescrire la TSH. Ce n'est pas la peine de prescrire la TSH et la T4. Voilà, c'est un paramètre qui est demandé en première intention lors de l'exploration de la thyroïde. Dosage fait par méthode immunométrique. Actuellement, les trousses sont très sensibles, ce qui permet de détecter des limites très basses de la TSH. Donc une concentration basale elle est de 0,3 à 6 milliunités par litre. Elle varie selon un rythme circadien mais qui est très mineur. Dans le cadre du bilan de fertilité, la TSH elle est demandée en présence d'hypothyroïdie clinique, en présence d'antécédents personnels ou bien familiaux de pathologie thyroïdienne,
en cas d'antécédents personnels de pathologie auto-immune ou bien devant des troubles d'ovulation et de ménométrorragie. Thyroïde et santé reproductive, il y a un lien qui est très étroit. Donc, on a noté que presque 2,3% des femmes qui présentent des problèmes de fertilité sont en hyperthyroïdie, ça veut dire la TSH elle est basse. Cela se répercute par des règles très irrégulières, soit trop abondantes ou bien de faible abondance. Également, les femmes en hypothyroïdie, il y a une perturbation des règles, voire même absence de l'ovulation chez certaines. Même chez les patientes. Désolé, professeur Chkron, donc le temps qui reste, c'est juste pour terminer la. C'est bientôt fini. D'accord. Donc, même chez les femmes qui sont supplémentées qui sont en hypothyroïdie et qui sont supplémentées par les hormones thyroïdiennes, donc pour une bonne réponse à la stimulation et une bonne réponse de la PMA, il faut avoir un taux bien fixe de la TSH. Donc, je passe rapidement. Les autres marqueurs qu'on prescrit devant des signes d'appel, l'hirsutisme, l'aménorrhée, la galactorrhée ou bien les anomalies de la courbe de température, il explore les androgènes, à savoir la testostérone, la delta-4-androstendione, la DHEA sulfate et la 17-hydroxyprogestérone. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces paramètres, vu que je veux laisser la parole à Mme Benamok pour rentrer dans la partie PMA. Pour cet excellent topo. Donc, je reprends. Donc, je vais passer rapidement en revue les examens donc d'exploration de la fertilité chez l'homme pour parler plus de l'AMP. Donc, concernant le spermogramme, c'est l'examen phare donc de l'exploration de l'homme et du couple infertile. Donc, il faut le prescrire dès le début. Mais pour qu'on puisse en sortir avec des résultats concluants, il faut qu'il soit vraiment fait d'une manière très rigoureuse. Et c'est pour ça que l'OMS, depuis déjà longtemps, avait publié des manuels pour la standardisation des résultats. Et là, elle en est à sa 5e édition, donc qui existe gratuitement en ligne, vous pouvez la consulter, et qui vous décrit exactement comment faire un spermogramme, un spermocytogramme. Donc surtout, toujours un délai d'abstinence parce que évidemment le volume et la concentration sont linéaires avec le délai d'abstinence. Et toujours, le prélèvement doit être fait au sein du laboratoire par masturbation pour ne pas qu'il y ait une perte si vous utilisez un rapport sexuel, même avec un préservatif, à condition à la rigueur que le préservatif ne contient pas des spermicides pour certains couples qui ne peuvent pas donc donner leur sperme facilement. Alors, donc, ce spermogramme, une fois qu'il est fait et bien fait, on va pouvoir donc en sortir des résultats. Soit il est normal, soit il n'est pas normal, donc il aura un apport diagnostique. Et s'il est anormal, donc qu'est-ce qu'on pourra faire si on doit proposer une technique d'AMP? Et si la réponse est oui, laquelle? Et tout ceci, donc, ce sera en fonction de ces résultats. Donc, soit les résultats sont normaux. Il faut garder en tête qu'un spermatozoïde normal, enfin, même si on a un spermogramme normal, ça ne veut pas dire que le spermatozoïde est fécondant. Donc, pour nous, le spermatozoïde physiologiquement normal, entre guillemets, c'est celui qui va féconder, donner une grossesse et une naissance. Hein. Donc, on peut avoir des résultats normaux, mais on n'obtient pas de grossesse. Donc, si on a un spermogramme, un spermocytogramme normal, donc a priori, on va écarter la responsabilité masculine, hein, mais il va falloir compléter l'exploration à l'aide de tests de Huner et tests de fragmentation, etc. Si on a l'existence d'une perturbation majeure, et là, le diagnostic va être fait. Si on découvre une azospermie, c'est-à-dire absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat, ou une oligospermie, une akinetospermie, si tous les spermatozoïdes ne bougent pas, il y a des anomalies ultrastructurales du flagelle hein, qui fait que les spermatozoïdes ne bougent pas. On peut aussi avoir des anomalies morphologiques monomorphes. C'est le cas de la globozoospermie ou le cas des macrocéphales avec
où on doit demander une recherche de la mutation de l'aurora kinasé. Donc ça, c'est très important de le noter dans vos conclusions, parce que quelquefois, on a en laboratoire de fécondation in vitro des femmes qui ont déjà reçu des stimulations et on découvre qu'on a des spermatozoïdes inaptes à la fécondation. Par exemple, l'ORCAC, quand elle est positive, elle contre-indique le recours à l'EXI. Donc, il faut vraiment signaler ces anomalies qui sont très majeures. Si souvent aussi on va avoir un sperme qui est de qualité moyenne, c'est-à-dire qu'on a une numération un peu diminuée, une mobilité ou une vitalité, et là il va falloir compléter les investigations. Donc ici, donc là je parle rapidement, on va aller faire donc soit des examens génétiques en cas d'azospermie, chercher des microdélétions au niveau du chromosome Y, ou bien des mutations comme j'ai dit. Il faut savoir que le karyotype chez les hommes azoospermes, il est 15%, on a 15% donc, de karyotypes anormaux chez les hommes azoospermes par rapport à la population d'hommes fertiles. Donc c'est important. Dans le cas de sperme intermédiaire, il va falloir faire un test de migration, faire des spermocultures, recherche d'anticorps si on a une mobilité diminuée, etc. pour documenter. Là, je vous ai donné un petit peu sur un échantillon de 1000 spermatozoïdes reçus au labo, spermogrammes reçus au labo. Vraiment, les pourcentages de spermogrammes normaux chutent, ce qui est quand même alarmant. Là, par exemple, sur cet échantillon, sur les 1000 derniers cas de spermogrammes, j'ai 21% de normaux. C'est vrai que je suis un labo spécialisé, je reçois de cabinets qui font beaucoup de fertilité. Perturbation majeure, 43%, ce qui est énorme. Et donc, résultat intermédiaire, 36%. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'altérations de la spermatogénèse avec l'environnement, etc. Donc, c'est un autre problème de santé publique. Un mot sur le test post-coïtal, il est intéressant parce qu'il va nous... alors déjà, c'est quoi le test post-coïtal? Il va nous explorer donc la glaire cervicale et la qualité du sperme et si rapport il y a. On va vérifier qu'il y a bien un rapport sexuel parce qu'il y a aussi des stérilités dues à des problèmes purement sexuels. Donc, on va le programmer 2 à 3 jours avant la montée thermique. Où la glaire elle est favorable, il ne faut pas attendre, sinon la glaire va être défavorable. Il faut un délai d'abstinence, donc un rapport la veille, on va demander à la femme de rester allongée 20 minutes. Et le lendemain, la patiente arrive, on va faire un prélèvement et on va donc faire une évaluation de la glaire cervicale. Donc, si la glaire est de mauvaise qualité, déjà, donc, il faudra refaire le test en optimisant la glaire avec un traitement œstrogénique. Et on va voir combien j'ai des spermatozoïdes mobiles. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que le test de 1 heure, il y a un débat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais la mobilité qu'on étudie dans le spermogramme, c'est pas la vraie dans la nature, parce qu'après donc l'éjaculation, les spermatozoïdes vont quitter la cavité vaginale et ils vont migrer dans le mucus cervical. Pas dans le liquide séminal. Donc au labo, nous, on va étudier une mobilité au niveau du liquide séminal. Et si des spermatozoïdes, ils ont des anomalies du mouvement ou quelque chose comme ça, on va le voir au test de 1 heure, ils vont être immobilisés par la glaire. Donc là, on aura fait quand même un diagnostic de stérilité cervicale qui sera une indication pour les inséminations intra-utérines. Également, si on a 0 spermatozoïde, donc là pareil, c'est qu'il y a soit une azospermie, soit un problème au niveau du couple. Donc ça reste pour moi un test intéressant qui permet déjà d'explorer, d'avoir une idée rapide. Là je passe. Alors quelques tests spécialisés qu'on peut faire au labo qui ne sont pas très compliqués. Quand on a un spermogramme normal, qu'on a fait des échecs d'implantation, on peut étudier l'ADN. On a un test au bleu d'aniline qui est très facile à réaliser pour étudier la condensation de l'ADN et donc avec un seuil de 29%, ça ne doit pas dépasser ce seuil. Également, l'étude de la fragmentation de l'ADN. On n'a pas besoin de cytomètre de flux pour faire le SCSA ou de microscope à fluorescence pour le tunnel comète. On peut aussi le faire à l'aide de tests que vous pouvez faire facilement dans vos labos, le halo-test, et qui permet également d'étudier cet index de fragmentation. Et bien sûr, si l'ADN est fragmenté, on peut avoir des grossesses, mais on aura des fausses couches. Et là, c'est un argument quand cet index est élevé pour donner des antioxydants aux patients
et après refaire éventuellement une AMP. On a plus de chances donc d'avoir un succès, et on a donc une série où après amélioration de la qualité du sperme, on a pu avoir des grossesses. Alors, un mot sur la biochimie séminale. Donc, la biochimie séminale, bien sûr, elle est très importante pour différencier les azoospermies obstructifs des non obstructifs. Si on a une obstruction, bien sûr, tous les marqueurs qui sont en amont de l'obstruction vont être nuls, hein, ce qui est normal. Ou bien, si on a une altération de la prostate ou de l'épididyme ou des vésicules séminales, les marqueurs vont être abaissés. Donc, il faut savoir que le sperme, effectivement, il est produit au niveau des spermatozoïdes du testicule, mais ils vont avoir un passage au niveau de l'épididyme qui est de 10 jours, et après, ils vont être stockés. Donc, si là, on a un environnement qui est défavorable, des antécédents infectieux, de l'inflammation, on va altérer notre membrane du spermatozoïde ainsi que l'ADN, et à la sortie, on va trouver des vitalités de 14-15%. Et même si on fait des fibres, les chances ne sont pas terribles. Donc, il vaut mieux améliorer ce sperme par des traitements antioxydants, anti-inflammatoires, et bien sûr s'il y a des infections, avant d'entamer tout ça. Donc l'OMS recommande, donc il y a beaucoup de marqueurs pour le fructose pour la vésicule séminale, le zinc pour la prostate et l'alpha-1 4-glucosidase pour l'épididyme. Il y a aussi la L-carnitine bien sûr. Donc c'est des dosages qui sont facilement automatisables, et on peut différer les dosages en congelant le liquide séminal à moins 20 degrés. Alors, donc là je passe. La spermoculture, pourquoi? Bien sûr parce que, premièrement, il faut soigner une spermoculture chez le monsieur, bien sûr. Et deuxièmement, si on a un sperme contaminé, notre culture embryonnaire va être contaminée, et les embryons, si difficilement obtenus, vont être détruits. Donc, c'est important de la faire. Mais donc, il y a des règles. Là, je vous ai mis un tableau d'Antibiolore, l'association, donc, parce qu'il y a une notion donc, de numération de germes, à part les germes donc, qui sont obligatoires, de pathologie obligatoire, il y a un certain nombre de germes donc, qu'il faut donner avec, faire des dilutions comme on fait la spermoculture pour rendre un taux. Il faut faire très attention pour les conditions de recueil. Là, le pré-analytique est très important. Quand on a un ou deux ou plus de deux germes et on réexplique aux patients, souvent le résultat revient négatif. Donc, il faut vraiment bien expliquer pour le côté pré-analytique pour qu'on ne donne pas des antibiotiques à tort aux patients. Alors, le test de migration survie, c'est quoi? Donc, c'est un test qui va mimer ce qui se passe in vivo, c'est-à-dire débarrasser les spermatozoïdes du liquide séminal, et on va étudier un petit peu combien on va pouvoir récupérer en spermatozoïdes mobiles pour savoir est-ce qu'on peut faire une insémination, une FIV ou une ICSI. Éventuellement, également, il permet d'étudier la survie des spermatozoïdes à 24 heures, parce que quelquefois, il y a des problèmes métaboliques et il y a des spermatozoïdes donc, qui meurent avant, et on peut avoir également un diagnostic de la stérilité. Donc, on a plusieurs techniques. Les principales, c'est ce qu'on appelle le SWIMAP, qui est une technique facile, donc qui coûte rien, parce qu'il suffit juste de laver le sperme, débarrasser du liquide séminal, et le culot, on va le mettre dans un tube, rajouter du milieu de culture et incuber dans un incubateur à CO2 pendant 30 à 45 minutes. On va avoir une image en flamme de bougie, on va récupérer des spermatozoïdes mobiles. C'est une préparation qui est très propre. On n'a pas si on a des leucocytes ou d'autres débris, mais le rendement est très faible. Donc il faut vraiment qu'on dispose d'un sperme qui soit riche en nombre et avec une bonne mobilité. La deuxième technique qui est plus souvent utilisée, qui donne aussi un meilleur rendement, c'est la technique de gradient de densité, classiquement sur 6 couches. Mais actuellement, on utilise ce qu'on appelle de deux couches, c'est suffisant. Là, j'ai fait quelques photos au labo. Donc, on a 2 couches et on va mettre le sperme, on va centrifuger, on va enlever le surnageant. On va donc décompter, on va faire un lavage et on va reprendre le culot avec du milieu de culture qui va nous servir soit pour l'insémination, soit pour une fécondation in vitro classique, soit pour la réalisation de l'ICSI. Donc ce test, il est intéressant parce que donc, selon ce qu'on récupère en termes de spermatozoïdes mobiles, on va pouvoir faire soit une insémination, si on a plus d'1 million de spermatozoïdes mobiles, ou bien une FIV, parce qu'il faut quand même par goutte où on a un ovocyte, au moins 5000 spermatozoïdes. Et bien sûr, l'ICSI, on n'a plus besoin d'un seul spermatozoïde
par ovocyte, ce qui est vraiment qui a été révolutionnaire, c'est l'arrivée de l'ICSI pour tout ce qui est stérilité masculine. Voilà, donc on arrive aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc ce sont toutes les techniques qui vont entraîner une manipulation des gamètes en dehors du corps. Et bien sûr, maintenant, on y ajoute toutes les techniques de cryoconservation, de préservation de la fertilité, etc. Alors, donc un peu d'histoire quand même, parce que le premier bébé éprouvette, maintenant qu'elle a 40 ans, récemment elle était invitée au Maroc, et donc là elle est avec son propre enfant, avec le professeur Edwards, donc c'est le biologiste, heureusement qui a eu le prix Nobel avant son décès en 2013. Et ici la photo donc avec le gynéco. Et comme je vous ai dit, là au début c'était la première femme avait une stérilité tubaire, les trompes étaient bouchées, donc il n'y avait aucun moyen qu'un sperme puisse féconder naturellement et arriver à l'ovaire. Et avec l'arrivée de l'ICSI, la micro-injection en 92, là les prises en charge donc de l'infertilité chez l'homme a été vraiment révolutionnée. Et bien sûr, la PMA va nous donner de nombreux embryons, on ne va pas les jeter. Le développement des techniques de cryoconservation va permettre donc de conserver ces embryons pour des grossesses ultérieures, ou bien si la première tentative n'a pas donné de succès, on va les replacer sans refaire tout le parcours dès le début. Et donc là, c'est les dates des premières grossesses obtenues. Alors, donc les différentes, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais accélérer un petit peu. Donc les différentes indications. Donc les différentes étapes, on va stimuler l'ovaire, ainsi que normal, on a un ovocyte. En fille, il va falloir quand même obtenir au moins 8 ou 10 ovocytes pour pouvoir avoir de quoi implanter. Le recueil des ovocytes, bien sûr la préparation du sperme, la mise en fécondation et l'étape ultime, le transfert des embryons. Donc la stimulation ovarienne, le but c'est d'avoir un nombre, comme je viens de dire, de nombreuses follicules. Et la maturation finale va se faire après le déclenchement de l'ovulation, l'équivalent du pic de LH, qui va permettre à l'ovocyte de terminer sa maturation. Donc, on va utiliser des hormones, donc soit d'origine urinaire ou obtenues par génie génétique. Donc, c'est de la FSH qui va mimer donc la FSH naturelle. Et on doit bloquer le pic de LH, bien sûr, pour qu'on puisse contrôler le moment de la ponction ovocytaire. Et pour cela, on va utiliser soit des agonistes, donc on a une sécrétion pulsatile. Si on donne un agoniste, donc la LH va baisser au bout d'un certain temps. Ou bien sûr, ces dernières années, on travaille plutôt avec des antagonistes qui vont bloquer ici le récepteur. Et là, on est tranquille, on va programmer nos ponctions. Donc pour le matin, pour ne pas que la ponction puisse tomber à n'importe quel moment. Donc bien sûr le monitorage je ne reviens pas avec les dosages donc de stradiol et de voilà, le dosage de stradiol et de la progestérone, ça a été déjà traité. Donc, le déclenchement va se faire par l'HCG, donc c'est une hormone qui va mimer l'action de la LH. Et donc, pendant cette période, comme j'ai dit, l'ovocyte va terminer sa maturation. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Donc, maturation, comme j'ai dit, nucléaire, membranaire, cytoplasmique. Alors, donc, il faut savoir que la méiose, au niveau de l'ovocyte, ne va arriver à la fin que s'il y a fécondation. Donc, c'est une notion très importante. Donc, l'ovocyte, il est bloqué au provas de première division. Le pic de LH va entraîner donc la reprise de la méiose et l'ovocyte va donc de nouveau être bloqué en métaphase 2 avec expulsion du premier globule polaire. Donc, si fécondation il y a, on va avoir expulsion du deuxième globule polaire et l'apparition des 2 PL. Et donc au labo-FIB, c'est comme ça qu'on sait si l'ovocyte a fécondé ou pas. Donc c'est par l'apparition de ces deux pronoyaux et les 2 globules polaires. Alors, je passe. Donc bien sûr, en parallèle, le sperme va être préparé. Donc ça c'est très important, bien sûr, l'identitovigilance à ce niveau-là, comme partout. Et quelquefois, on peut avoir certaines particularités en cas d'éjaculation rétrograde ou d'anticorps antispermatozoïdes. Et on peut également faire des éjaculats cumulés si on a une faible numération.
En fécondation classique, on va laisser le sperme capaciter un certain temps avant de faire la fécondation, avant d'inséminer les ovocytes avec ce sperme. Pourquoi? Parce que le sperme, normalement, va faire une capacitation pendant la montée au niveau des trompes. Et donc, in vitro, il va falloir donc faire cette capacitation dans le milieu de culture, hein, et ceci pour que le spermatozoïde puisse faire sa réaction acrosomique, c'est-à-dire que l'acrosome, qui est une coiffe contenant des enzymes protéolytiques, on va avoir une fusion de la membrane externe, la membrane interne de l'acrosome avec la membrane cytoplasmique et libération des enzymes protéolytiques, la hyaluronidase entre autres, et ceci va permettre au spermatozoïde de creuser au niveau de la zone pellucide pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte et réaliser la fécondation. Donc la ponction, après le déclenchement, 34 à 36 heures, on va déclencher l'ovulation, faire la ponction donc ovocytaire par seringue ou maintenant avec des pompes automatiques. Et donc les complexes cumulo-ovocytaires vont être directement examinés au laboratoire qui est à proximité. Ici, c'est ce qui concerne le laboratoire de fécondation qui se lancer et donc fait par l'ESHRE, l'European Society de reproduction, parce que le labo de FIV est très spécial, il faut que ça soit fait dans un site particulier, il y a une filtration d'air, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de présence de VOC, de composés volatiles, parce que la culture des embryons est très sensible à tout ça. Et récemment, le ministère de la Santé nous a envoyé un guide pour avis, enfin, aux sociétés savantes concernant la fertilité, qui se sont beaucoup inspirés de ça. C'est la norme 15189, et donc ça c'est bien. Comme je ne sais pas si vous le savez, la fécondation in vitro, les centres au Maroc, c'est surtout des centres privés dont pour les premiers, ils datent de plus de 20 ans. On en est à peu près 17, 18 centres, mais les centres publics, on a pris beaucoup de retard, malheureusement. Donc le premier centre, comme a dit, aux Orangers, il date de 2-3 ans. Il y a un centre à Marrakech. Donc là, et peut-être maintenant, il y a la loi sur la PMA aussi qui a été votée. Et si c'est reconnu comme maladie, on espère que ça soit pris en charge. Et donc, et là, il y aura besoin de pas mal de centres pour répondre aux demandes. Alors, les milieux de culture, donc je cite le premier milieu de culture célèbre de ce monsieur Ménézo, donc qui travaillait en agronomie et donc qui a permis... Merci, docteur Benhamad. Donc le temps il est terminé, mais je vous laisse peut-être une petite minute ou 2 minutes pour terminer. D'accord. Ouais. Les diapos. Juste, voilà. Donc ça, c'est les milieux de culture. Donc les conditions de culture... bien sûr, il faut des incubateurs, des milieux donc sous CO2, avec une atmosphère donc bien contrôlée. Bon, là, j'ai un petit peu le déroulement de la FIV. Je ne sais pas si je dois m'arrêter ou continuer. Je vous donne 2 minutes ou 3 minutes pour terminer. D'accord. Donc, il y a donc la FIV classique et la micro-injection. Donc, en FIV classique, on va examiner les complexes cumulo-ovocytaires. Je n'ai pas l'habitude de... Voilà, au microscope, ici, et on va donc chercher, donc c'est la première étape, donc on va retrouver ces complexes cumulo-ovocytaires. Après, on va donc les mettre en culture en attendant l'insémination. Donc je vous passe tout ça. Donc à J1, le but c'est de voir si on a obtenu une fécondation. Donc là, c'est un embryon de FIV. On voit bien les 2 pronucléus mâle et femelle et on voit les spermatozoïdes. Donc ça, c'est une FIV classique. Alors qu'en ICSI, bien sûr, on n'a pas cette image. Et de J2 à J5, ça va être donc la culture. Ça va de 2 cellules jusqu'au stade blastocyste, c'est-à-dire J5. Là, c'est un blastocyste qui est éclos, blastocyste normal. Et donc, selon le nombre d'ovocytes et l'âge de la femme, etc., on va discuter du nombre à transférer et si on va s'arrêter à J3 ou bien aller selon leur qualité jusqu'au stade donc de J5, J6. Donc l'étape ultime, c'est le transfert embryonnaire, bien sûr qui doit être très bien fait, sinon tout le travail qu'on a fait au labo ne servirait à rien. Donc pour ça, il y a aussi des guidelines. Toujours, donc on est dans l'ère de la qualité, il faut évaluer ce qu'on fait, donc régulièrement, par exemple au laboratoire, chaque semaine, on est en train de surveiller nos taux de fécondation, nos taux de clivage, taux d'implantation, etc. Et aussi au niveau clinique, on a aussi des indicateurs de qualité.
parce qu'il suffit de changer quelquefois des milieux de culture, de l'huile, de l'air, n'importe quoi, et les taux peuvent fluctuer. Donc c'est un domaine très très sensible. Et donc en conclusion, on peut dire que bien sûr le labo apporte beaucoup en domaine d'AEP, mais ce n'est pas la baguette magique, puisque malgré tout on n'a que 15 à 20% d'embryons qui s'implantent, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous remercie.